Bonjour et bienvenue au cours 3, première partie sur les perspectives déontologiques. Donc, le plan de cours pour aujourd'hui sera on va brièvement parler des perspectives déontologiques en recherche. La deuxième partie portera sur la sélection des participants. Donc, je voudrais commencer le cours avec cette mise en situation. Imaginez-vous qu'une chercheuse qui s'intéresse aux différences individuelles liées aux réponses de surprise ou les sursauts. Alors, elle recrute des participants pour une étude sur les émotions en lien avec les cognitions durant l'exercice physique. Alors, c'est le titre ou le thème qu'elle met sur ses annonces de recrutement. L'étape de la recherche qu'elle a conçue est les suivantes. Premièrement, elle demande aux participants de remplir un formulaire de consentement. Par la suite, il y a des questionnaires auto-rapportés. Par la suite, il y a un événement où la chercheuse demande aux participants d'aller d'une salle, de marcher à travers un corridor ou sur un corridor, et puis d'aller à la salle d'exercice qui se trouve au fond du corridor. Au milieu du corridor, en fait, il y a une armoire qui ouvre, il y a des balais qui tombent, il y a un seau d'eau qui s'éclabousse par terre. C'est effectivement voulu parce que la chercheuse a créé cet événement pour justement créer un événement surprise ou créer une réponse sursaut auprès des participants. Une fois que les participants marchent par-dessus le balai, les seaux d'eau, ainsi de suite, pour justement aller à la dernière salle, rentrent dans la salle et puis font du vélo stationnaire pour 30 minutes, tout en complétant des tâches cognitives difficiles, des anagrammes, alors des lettres mêlées, et puis des tâches qui sont cognitivement difficiles. Finalement, elle souhaite évaluer plein de différentes situations émotionnelles avec d'autres questionnaires auto-rapportés. Donc, c'est la manière que la chercheuse a conçu son étude et qu'elle prévoit faire pour son étude. Maintenant, au courant de cette mise en situation, j'espère que vous êtes posé des questions. Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'il y a du risque? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Comment est-ce qu'on protège les participants? Ainsi de suite. Alors, la mise en situation a clairement des problèmes éthiques, clairement des problèmes auxquels on va référer au courant de ce cours. Donc, il y a plusieurs études au courant des dernières années qui ont suscité des grandes controverses. Vous avez sûrement entendu de l'étude ou l'expérience de Milgram en 1963 où Milgram, il y avait un chercheur qui était en sarreau et puis il y avait un participant qui se disait, qui était dit d'augmenter la gradation des chocs. Et puis il y avait un acteur dans une autre chambre qui criait de plus en plus fort au point où le participant administrait un choc qui était apparemment mortel. Ou qui était quasiment très, très proche de mortel. Donc, en fait, la raison d'être de cette expérience était pour l'obéissance. J'ai perdu le mot. C'est pour voir à quel point les personnes étaient pour faire ce que le chercheur principal leur demandait de faire. Et puis, les résultats surprenants, c'était que, en fait, on semble obéir à l'autorité. Maintenant, ça a suscité beaucoup de controverses par rapport à est-ce qu'on peut mettre les participants dans une situation où on les fait croire qu'ils administrent un choc mortel à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quand même des séquelles psychologiques assez importantes au fait que j'appuie un bouton et puis je pense ou je me fais croire que c'est quelque chose. Et puis, ça a suscité beaucoup de controverses. Vous avez peut-être aussi entendu l'expérience de Stanford, de Phil Zimbardo, où il a transformé un campus à Stanford en prison. Et puis, aléatoirement, il y avait des participants, il y avait des hommes qui étaient assignés aléatoirement au groupe prisonnier et puis l'autre des groupes de gardiens. Et puis, en fait, il y a un film qui a été fait, The Prison, je pense, ou j'oublie
The Experiment, qui est sur Netflix, je crois. Alors, ça tombait à l'eau parce que les gardiens agissaient trop comme des gardiens et les prisonniers agissaient trop comme des prisonniers. Et puis, ça c'est devenu bordélique parce que, c'est ça. Tout ça pour dire que aujourd'hui, ce genre d'expérience ne se ferait pas. Et puis, les comités d'éthique n'aurait simplement pas permis ce genre d'études. C'est pas parce que c'était des mauvaises études, c'est juste que on prend en considération plusieurs différentes questions philosophiques, d'éthique, et puis on s'assure que toute expérience est menée selon des principes d'éthique qui sont commun ou partagé parmi nous. Donc, dans le temps, il y a plusieurs années, c'était plus le Wild West de la recherche, c'est-à-dire qu'il y avait moins de règles, moins de balises claires. Mais avec les expériences controversées, on a éventuellement évolué avec un code d'éthique, un code philosophique d'éthique qui est beaucoup plus raffiné et puis qui est bénéfique tant pour le participant que pour le chercheur. Alors, pour moi, je décris toujours l'éthique, la déontologie selon... C'est vraiment une philosophie. C'est une philosophie que vous devez développer. C'est des pensées, des principes auxquels vous devez intégrer. Alors, c'est pas des règles, c'est pas des lois qu'on doit respecter, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on doit intégrer par rapport à notre propre philosophie de vie, propre philosophie de recherche. Donc, c'est pour ça qu'à l'écran, vous voyez que je parle de mes principes déontologiques, parce que ce sont des principes, ce sont des philosophies, ce sont des idées auxquelles j'adhère, moi, personnellement. Je vous demande pas d'adhérer mot pour mot à ces principes, parce que l'éthique est toujours en évolution. C'est très dynamique. Au fur et à mesure qu'on développe des nouvelles méthodes, ainsi de suite, on doit ajuster nos philosophies, on doit ajuster nos manières de faire. Donc, c'est pour ça que je parle c'est vraiment important pour moi que tout chercheur, toute chercheuse développe leur propre principe déontologique puis leur manière de faire. Donc, mon premier principe, c'est de ne pas faire avancer notre savoir au détriment des autres. Alors, c'est vraiment le respect pour l'humanité fondamentale. C'est vraiment, je ne vais pas bénéficier de que ce soit, je ne vais pas faire avancer que ce soit de ma part au détriment des autres. Par la suite, un deuxième de mes principes, c'est essentiellement un panier de principes déontologiques de base. Alors, on va voir au cours de ce cours qu'il y a des principes de base auxquels on va partager. Et puis, finalement, il y a mon principe, c'est on étudie les humains. Donc, pas des objets, pas des animaux. Donc, traitons nos participants comme des humains et non comme des objets de recherche. Souvent, les chercheurs en psychologie qui travaillent avec des humains, on les traite de sujets, on les traite d'objets, on les traite de participants. Et puis, il faut se rappeler qu'on travaille avec des humains. Et puis, c'est vraiment important pour moi. Donc, la première question qu'on se pose au point de vue déontologique et au point de vue éthique, c'est est-ce que les bénéfices potentiels de la recherche, à la fois pour le participant et pour le chercheur, la société, le monde en général, est-ce que les bénéfices potentiels sont supérieurs aux risques encourus par les participants? Alors, c'est la première question qu'on se pose pour évaluer essentiellement le ratio bénéfice-risque. Alors, pour revenir à l'exemple de mise en situation, est-ce que les informations que la chercheuse va acquérir à travers de son expérience où elle fait une mise en situation de sursaut, est-ce qu'on va en apprendre plus? Est-ce qu'on va découvrir plus sur les expressions et les réactions de sursaut des participants que le risque de mettre nos participants devant une flaque d'eau sur le plancher et puis le risque de se faire frapper par un balai. Alors, est-ce que ce bénéfice de connaissances scientifiques est plus élevé que les risques encourus par les dommages ou les séquelles physiques du participant? C'est la première question qu'on veut. La deuxième question qu'on se pose, parce que pour évaluer le stress, pour évaluer le trauma, pour évaluer le sursaut, par exemple, on doit souvent engendrer ou créer une situation de risque, on doit créer une situation de sursaut, ou de malaise, un certain malaise. Donc, s'il y a un risque, ou
quand on parle de risque, est-ce que le risque encouru, alors est-ce que la mise en situation qu'on crée, est-ce que c'est un risque acceptable? Est-ce que c'est un risque admissible? Est-ce que c'est un risque, disons, qui tombe dans la normalité de la vie? Donc, on pourrait dire que oui, glisser sur de l'eau, c'est pas... on peut faire ça à un restaurant, on peut faire ça chez nous. C'est pas comme si c'était un risque absolument exceptionnel. On peut quand même limiter le risque de glisser sur l'eau, juste comme de se faire frapper par un balai qui tombe d'une armoire. Moi, en fait, la manière que j'ai organisé mon balai dans mon armoire, à chaque fois que j'ouvre mon armoire, je dois vérifier que le balai ne va pas me frapper dans le front parce qu'il est accroché sur un petit crochet. Donc, ce risque, en fait, je le vis presque chaque jour. C'est pas pour dire que, puisque moi je le vis chaque jour, je devrais... mes participants devraient aussi le risque. Mais tout ça pour dire qu'un balai qui fait frapper de l'eau, c'est pas nécessairement exceptionnel dans la vie. Donc, c'est une deuxième question qu'on se pose. Est-ce que le risque qu'on veut engendrer, est-ce qu'il est relativement acceptable, puis est-ce qu'il est admissible selon nos philosophies déontologiques? Alors, il y a plusieurs codes déontologiques, et puis on est géré par différentes codes et différents organismes qui nous aident à mener notre recherche selon des principes. Puis les principes vont souvent être liés avec le genre de travail de cet organisme ou de cet ordre. Alors, par exemple, il y a un code déontologique de l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, c'est clair que si vous devenez clinicien ou clinicien, vous devez respecter l'ordre déontologique de l'Ordre des psychologues. Il y a l'Ordre des psychologues, la Société canadienne de psychologie, qui est sensiblement semblable à l'Ordre des psychologues du Québec, mais qui a un peu ses saveurs un peu plus... les siennes. Il y a l'ordre du American Psychological Association. Et puis même que pour les chercheurs, il y a le code déontologique ou les principes de recherche, d'éthique pour les chercheurs qui soumettent des demandes de subvention aux 3 conseils, aux 3 organismes d'octroi fédéraux pour les chercheurs. Donc, ces codes-là sont plus axés vers la recherche, et puis tandis que, par exemple, pour le code déontologique des psychologues, c'est plus sur la pratique ou comment s'appliquent ces principes de pratique auprès de relations cliniciens et patients. Tout ça pour dire que nos codes déontologiques, notre code d'éthique existe dans un contexte dans lequel on travaille, puis est lié souvent à le genre de travail qu'on fait. Donc, l'idée de base vraiment pour l'éthique, c'est qu'on veut s'assurer que les bénéfices sont plus élevés ou sont plus hauts que le risque encouru. Alors, on veut limiter les risques et puis on veut augmenter les bénéfices. C'est notre motivation comme chercheur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par bénéfice et qu'est-ce qu'on veut dire par risque? Ça peut vraiment être... c'est très, très, très vaste. Alors, on définit... Puis ici, c'est pas une définition ce n'est pas une définition exacte des types de risques, mais c'est des exemples. Alors, on pourrait avoir une meilleure connaissance de soi. Le participant peut mieux se connaître lui-même ou elle-même. Il y a un apprentissage de comment fonctionnent certaines choses. On peut, par exemple, avec des recherches, avec des nouvelles interventions de bien-être. Alors, on pourrait induire un mieux-être auprès des participants. Donc, ça pourrait être un bénéfice direct pour le participant. On pourrait peut-être, si encore on s'intéresse à un différent type de thérapie ou même à une thérapie X, le participant participerait à des séances de thérapie, donc pourrait bénéficier directement de cette thérapie. Quant au risque, on pourrait induire de la douleur physique ou psychologique, de l'inconfort, la nervosité, de l'anxiété, l'étourdissement. Si, par exemple, je reviens à mon exemple en début du cours, avec mon vélo stationnaire pour 30 minutes, intense, je crée un inconfort, je peut-être créer l'étourdissement ou quelque chose de très fatigant pour la personne. Donc, c'est un risque pour la personne. Ou juste comme le sursaut, un balai qui tombe devant la personne, ça pourrait les faire sursauter, puis ça crée un inconfort psychologique, dans le sens que peut-être que ça les fait rappeler un épisode traumatiques ou très difficiles qui ont vécu, semblables ou en tout cas liés à quelque chose. Alors, les risques peuvent être tant au niveau physique que psychologique qu'émotionnel et affectif. Donc,
vous vous rappelez que parmi mes principes de base, il y a ce panier que j'avais dit, mes principes d'éthique, il y avait ce panier que j'avais appelé les principes de base. Alors, ce sont les principes qui sont les plus communs pour la recherche en psychologie. Le premier étant le respect pour la dignité des personnes ou des groupes. Alors, on parle d'individus, mais aussi de groupes. On parle aussi de consentement libre, préalable et éclairé. Troisièmement, on parle de minimiser les risques. Quatrièmement, il y a le droit de retrait volontaire. Cinquièmement, on a l'anonymat et respect de la vie privée. Puis finalement, il y a l'utilisation justifiée du subterfuge ou de la duperie, si il s'agit de la duperie ou du subterfuge dans l'étude. Donc, on va passer à travers de ces 6 principes de base. Après avoir établi ces principes de base, moi, pour des raisons personnelles, j'intègre aussi des principes qui vont au-delà de ces principes de base. C'est des principes qui poussent davantage la philosophie puis nos principes d'éthique. Et puis ici, je parle de l'exploitation et de la coercition. Ici, je parle du partage égal des bénéfices. Ici, je parle aussi du transfert de compétences et de connaissances. Je parle de l'accès aux données. Et puis finalement, j'intègre pour moi dans ma philosophie la décolonisation de nos méthodes. Alors, ces principes sont moins communs en psychologie, moins communs en recherche. Ce sont des principes auxquels j'adhère moi personnellement, puisque ça fait partie de ma philosophie comme chercheur. Et puis je trouve que ça vient parler vraiment à cette philosophie fondamentale pour moi qui est on traite d'humains, on travaille avec des humains, ce n'est pas des objets. Et puis pour vraiment apprécier la complexité puis la beauté des humains, je pense qu'on mérite comme chercheur d'aller explorer puis d'aller pousser nos idées d'éthique au-delà des principes de base, avec ces principes au-delà des principes de base. Alors, pour revenir à la description des principes de base, premièrement, le respect de la dignité de la personne ou des groupes, c'est le principe fondamental. Encore là, ça revient à l'idée qu'on travaille avec des humains, c'est le respect fondamental d'autrui. Donc, je pense que ça va sans dire un peu, que lorsqu'on travaille avec qui que ce soit, peu importe leur niveau d'éducation, peu importe leur hiérarchie dans la compagnie ou dans la société, c'est toujours avec respect qu'on les traite toujours avec respect. C'est l'attitude vraiment, c'est une perspective fondamentale qui prétend que les participants sont des êtres humains, puis c'est non des objets. Puis c'est pas des sujets auxquels on inflige notre recherche. Alors nos participants participent à nos études et puis ce n'est pas nos recherches c'est pas quelque chose auquel on inflige auprès des participants. Donc ultimement moi je réfère l'idée vraiment fondamentale qui solidifie vraiment cette idée, c'est que les participants ne nous doivent rien. Alors, si vous adoptez cette philosophie de base où les participants ne vous doivent rien, ils sont pas, même s'ils ont réservé une plage horaire dans votre étude, ils ne vous doivent rien. C'est-à-dire que vous pouvez pas être frustré lorsqu'ils se pointent pas. Disons qu'ils cancellent 4 fois. Disons qu'ils recédulent 4 fois, on ne peut pas être frustré contre eux. Oui, vous pourriez éprouver un peu de douleur émotionnelle par rapport à ça. J'ai gaspillé une autre heure de ma vie, whatever. C'est pas de problème. Vous pouvez ressentir... Vous pouvez ressentir vos émotions comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas externaliser, vous ne pouvez pas projeter vos émotions sur vos participants parce que vos participants ne vous doivent rien. C'est des participants bénévoles, volontaires. Ils font ça de leur propre gré. Et puis, c'est vraiment fondamental. Les questions qu'on se pose peuvent avoir de répercussions sociales assez importantes. Alors, parmi aussi toute cette philosophie de respect pour la dignité, on a un peu la responsabilité comme chercheur de poser des questions qui respectent la dignité humaine.
Alors, est-ce qu'on veut aller creuser sur les différences entre les groupes pour exposer les différences entre groupes culturels? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire pour montrer qu'un groupe est plus intelligent ou moins intelligent que l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire qui mérite d'être fait au niveau moral pour un chercheur? Donc, on a une responsabilité de poser de sages questions, des questions qui ne vont pas causer des douleurs auprès de la société. C'est clair que c'est très philosophique comme principe, et puis il faut vraiment se dire où est-ce qu'on cause une douleur, et ainsi de suite. Mais l'idée quand même est qu'on est responsable pour les questions qu'on pose dans nos domaines de recherche. La relation entre le chercheur et les participants n'est pas égale. Alors, encore là, avec le respect de la dignité, nous sommes dans un certain rôle d'autorité, d'où en fait ce qui était le but de l'exemple de Milgram. Alors, comme chercheur, on est en position d'autorité, puis il faut respecter, puis il faut être à l'affût de cette balance ou de ce jeu de rôle qu'on joue. Et puis, c'est là où il faut se rappeler que les participants ne nous doivent rien. Alors, avec cette perspective, les participants ne nous doivent rien. Ça réduit un peu, moi, mon rôle de pouvoir et d'autorité. Alors, si l'autre ne me doit rien, ça me remet plus à un pied d'égalité avec les participants ou avec les participantes dans mon étude. Deuxième principe de base, c'est le consentement libre, préalable et éclairé. C'est assez facile. Libre. Bon, les personnes ou les individus doivent avoir le choix de participer ou non. Alors, ils sont libres de choisir s'ils veulent ou quand ils veulent participer à la recherche. Il n'y a aucune obligation. C'est clair que le consentement libre est particulier pour les enfants, les mineurs, les personnes avec une déficience quelconque ou une déficience soit cognitive ou intellectuelle, où ils peuvent pas, où ils ont un mentor ou un tuteur pour les aider à prendre des décisions. Et puis aussi des cas particuliers avec les populations captives. Alors, les populations captives, c'est lorsque on se pointe devant une population ou un groupe qui est déjà existant et puis on a déjà leur attention. Alors, il faut faire attention où l'idéal, c'est qu'on crée une situation pour le consentement où est-ce que la personne est libre de choisir si elle veut ou pas participer. Préalable, on demande l'autorisation, on demande le consentement avant de participer à l'étude. Concept assez simple. Alors, le consentement se passe avant de commencer que ce soit pour l'étude. Éclairé, c'est on donne suffisamment d'informations aux participantes pour qu'elles puissent faire leur choix libre et éclairé. Alors, c'est-à-dire que c'est clair que des fois, on doit cacher certaines parties de l'étude, puisqu'il y a un subterfuge. Par exemple, pour revenir à mon exemple, la chercheuse n'aurait pas dit « en passant au milieu du corridor, il va y avoir un armoire qui va ouvrir, il va y avoir des balais puis un seau d'eau qui va tomber. » On ne peut pas, parce que si on veut créer cet élément de surprise, on doit le cacher. Alors, mais on peut simplement dire que l'étude porte sur des questionnaires auto-rapportés, il y a une séance d'exercice physique au fond du corridor, puis ensuite le d'autres. Alors, on veut donner assez d'informations pour que la personne puisse être capable d'évaluer, voir si c'est quelque chose qui les intéresse et qu'ils peuvent prendre leur choix pour eux-mêmes. Donc, souvent, c'est les objectifs du projet. Souvent, on va décrire brièvement les méthodes ou les techniques utilisées pour prendre nos mesures. On va décrire les avantages et les risques. On va aussi mentionner la confidentialité, l'anonymat, la liberté de retrait sans préjudice, et puis les informations. Alors ça, c'est toutes des informations qu'on donne avant même de commencer l'étude. Ce sont des informations qui résident dans le formulaire de consentement, qui aident aux participants de poser d'autres questions pour de peaufiner leurs questions ou des informations avant d'accepter de participer. Le formulaire de consentement, justement, c'est un peu l'équivalent à un contrat, dans le sens que c'est pas légal, c'est plus philosophique, mais ça formalise la relation entre le chercheur et les participants, ou le participant.
Et puis, le formulaire de consentement est vraiment pour aider, puis pour protéger le participant. C'est là où on donne les informations nécessaires qu'on vient de voir, la procédure, les avantages, on répète le fait que c'est anonyme puis c'est confidentiel, le retrait en tout temps, les informations. Alors, c'est vraiment pour créer une relation de confiance entre le chercheuse et puis le participant, et puis pour leur donner l'information nécessaire pour pour évaluer le consentement. Là où on n'a pas besoin de consentement, c'est lorsqu'on fait de l'observation publique et on n'a aucune interaction avec les participants. Alors, par exemple, ou si on fait des recherches sur les bases de données anonymes. Alors, Statistique Canada, on n'a pas besoin de demander le consentement de chaque personne dans la base de données de Statistique Canada, parce que premièrement, les données sont anonymes, on n'a aucune idée, on n'a aucune information personnelle, et deuxièmement, c'est de leurs observations secondaires, c'est-à-dire que on regarde aux informations non personnalisées. Deuxièmement, un autre cas où il n'y aurait pas nécessairement besoin de consentement, c'est si on s'assoit sur un métro et puis on compte le nombre de personnes qui rentrent dans le métro avec un sac rouge. Alors, et puis on pose aucune question, il n'y a aucune interaction avec les participants. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de personnes avec des sacs à dos rouges sur les métros. Alors ça, c'est un exemple où on n'aurait pas besoin de consentement puisqu'on n'interagit pas et puis il n'y a aucun risque pour le participant et puis il n'y a aucune interaction. Un autre principe, c'est de minimiser les risques. Encore là, l'idée, c'est qu'on veut toujours augmenter les bénéfices et puis minimiser les risques. Alors, on veut éviter de blesser les participants inutilement. Alors, on vient de parler de ça avant. Pour évaluer le trauma, pour évaluer les émotions négatives, on doit induire des émotions négatives. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut induire les émotions négatives, le seuil minimum d'émotions négatives. Alors, on ne veut pas les frapper sur la tête avec un gros événement traumatique. On veut simplement induire des émotions négatives au seuil minimal pour ensuite là, évaluer l'effet. Alors, le principe vraiment, c'est on ne veut pas induire un risque inutile. Il y a des cas où le montant minimal d'inconfort est nécessaire. Alors, par exemple, la tolérance de la douleur, on doit induire une certaine douleur. Alors, un des exemples fait assez typique pour la douleur, c'est qu'on met notre main dans un bac de glace et d'eau et puis on demande aux participants de retirer leurs mains lorsqu'ils n'en peuvent plus. Alors, c'est un exemple où la personne a un peu le choix, veut pas garder sa main pour plus ou moins longtemps. Alors, c'est elle qui décide le risque et l'inconfort qu'elle souhaite vivre ou le temps d'inconfort qu'elle souhaite ou qu'elle peut tolérer. Alors, c'est un exemple où il n'y a pas de balise spécifique, mais on demande. Il y a des réactions émotionnelles au rejet social. Alors, moi, dans mon laboratoire, on travaille beaucoup avec le rejet social. Alors, je vais induire un rejet social. Alors, je vais créer une situation où le participant se fait rejeter socialement par un autre. Alors, c'est quelque chose qui existe dans la vie relativement normale. Et puis, pour l'étudier, on doit induire un certain inconfort. Un des principes qui est relativement pas très bien connu, c'est le droit de retrait volontaire. Alors, il est important de faire comprendre aux participants, par exemple dans le formulaire de consentement, et puis à l'oral, lorsqu'on participe ou lorsqu'on décrit l'étude, que le participant a le droit de se retirer de l'expérience en tout moment, sans aucune conséquence négative. Alors, si vous avez déjà fait partie d'une étude, par exemple, compléter des questionnaires ou peut-être dans un laboratoire quelconque à l'UQAM, vous auriez pu très bien, au milieu de l'étude, dire « Tu sais, je suis tanné, ça me tente plus. » Et puis, vous auriez pu très bien arrêter l'étude là et dire « Je souhaite quitter tout de suite. » Et puis, ça aurait été tout à fait dans votre droit. Et puis, le chercheur ou la chercheuse aurait aucune rancune contre vous. Elle devrait avoir aucune rancune contre vous parce que vous lui devez rien. Vous, comme participant, ne devez rien au chercheur. Puis, c'est entièrement dans votre droit d'arrêter quand vous êtes tanné. Maintenant, est-ce qu'on souhaite, comme chercheur, est-ce qu'on ne veut pas que le monde arrête parce qu'il y a une perte de données, ainsi de suite, mais
cette relation de droit, cette relation d'autorité entre le chercheur qui induit puis qui oblige le participant à rester, en fait, il faut vraiment revoir cette idée, puis il faut vraiment effacer cette idée. Vous avez le droit de retrait volontaire lorsque vous en avez assez. L'autre affaire, c'est qu'il y a des débats un peu, là, ça devient des débats personnels. S'il y a une compensation, est-ce qu'il devrait avoir une compensation malgré le droit volontaire? C'est clair que moi, dans mon laboratoire, oui, vous êtes pointé au laboratoire. Déjà, j'ai pris de votre temps. Vous avez déjà pris de votre temps pour vous déplacer, pour venir. Dès que vous rentrez dans le laboratoire, il y a une compensation quelconque parce que pour votre temps et puis pour l'énergie que vous avez déjà mis. Et puis là, vous allez avoir des différences philosophiques par rapport à, il y a des chercheurs qui vont dire, si tu arrêtes, tu ne vas pas te faire payer pleinement. Puis c'est là où là, il y a des différences philosophiques, et puis là, il y a des différences par rapport au principe. Je suis pas d'accord avec ça. De pas se faire payer parce qu'on finit pas, c'est une manière de mettre la carotte à la fin de l'étude, et puis d'obliger les participants à finir, alors qu'il n'y a aucune obligation de finir l'étude si ça ne tente pas. On ne peut pas, justement, forcer qui que ce soit à répondre aux questions ou à compléter les procédures. C'est tout à fait le droit aux participants d'arrêter quand ils veulent. Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'on parle d'études avec un certain risque d'inconfort. Alors, dès qu'on rentre dans un risque, il faut rappeler même aux participants, à la participante, qu'ils ont le droit de retrait volontaire en tout temps pendant l'étude. Un autre principe de base, c'est l'anonymat et le respect de la vie privée. Alors ici, on parle de respecter l'anonymat des participants. Alors, c'est-à-dire qu'on élimine toute information personnelle. Les données ne doivent pas être partagées ou les données doivent être protégées. Souvent, on va procéder avec une assignation aléatoire de numéros de participants. Alors, on va parler de numéros X, Y, Z plutôt que de leur nom ou de leur date de naissance ou qui que ce soit. Passant les dates de naissance, c'est identifiable. Donc, idéalement, on veut soit les éliminer ou les garder dans une base de données séparée. Avec l'ère numérique, il faut vraiment prévoir où existent ou où vivent les informations. Alors, avec Dropbox, avec Google Drive, avec toute la sauvegarde sur le cloud, il faut se dire que les données sont sauvegardées quelque part, physiquement. Et puis, on n'a pas le même accès, on n'a pas la même protection à ces données qu'on avait lorsque c'était un questionnaire papier. Lorsque le questionnaire papier est devant moi, je peux le mettre dans un classeur barré. Tandis que lorsque les données existent dans le cloud, il faut vraiment prévoir où et comment on va protéger ces informations. Lorsqu'il y a utilisation du subterfuge, par exemple dans la mise en situation au début, je veux voir ou étudier les réactions de surprise. Je pense que c'est un exemple justifié de l'utilisation du subterfuge ou de la duperie. Alors, lorsqu'il y a dans plusieurs situations, on doit cacher des éléments de l'étude dans le formulaire de consentement. Alors, on ne donne pas toutes les informations, mais on cache certaines informations pour étudier ce qu'on veut étudier. C'est lorsqu'on parle de la duperie. La duperie est acceptable lorsque les bénéfices de la recherche encore sont plus grands que les conséquences négatives de la duperie. Alors, le fait de cacher la surprise est quand même un bénéfice, est minime. Alors, j'ai pas dit qu'il était pour avoir, ou la chercheuse n'a pas dit qu'il était pour avoir un balai qui sortait de l'armoire. Alors, de ne pas rapporter cette information dans le formulaire de consentement est relativement minime. Parce que le bénéfice, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur la réaction de surprise ou les différences individuelles par rapport aux réactions de surprise d'un événement surprise. L'autre affaire, c'est que des fois, le thème de notre recherche nécessite qu'on doit ne pas dévoiler tout ce qu'on fait ou notre thème de recherche. Alors, par exemple, si on veut étudier les attitudes racistes ou sexistes implicites, ou indirect. Le simple fait de faire sur le formulaire de consentement, nous étudions les attitudes sexistes, là, il y a certaines personnes qui ne vont pas participer. Puis là, on induit déjà
quelque chose. Alors que nous autres, si on s'intéresse aux attitudes implicites ou inconscientes du sexisme, mais là, on doit cacher le fait qu'on étudie les attitudes implicites sexistes. Alors ça, c'est un autre exemple où l'avantage de cacher nos vrais buts pour aller voir s'il y a des différences par rapport au racisme ou au sexisme implicite, c'est justifié. Quand on vient au formulaire de consentement, on avait parlé où ce qu'on doit dévoiler suffisamment d'informations pour donner une idée de quoi a l'air la recherche. Alors, le chercheur ne doit pas cacher les informations importantes qui risquent d'influencer le participant. Alors, la Dupree doit être très subtilement cachée dans le formulaire de consentement où on doit retenir les informations absolument essentielles à la Dupree, puis le reste des informations, on peut quand même le mettre dans le formulaire de consentement. On doit informer le participant à la fin de l'étude. Alors, après avoir passé à travers de toute l'étude, on va parler justement, la prochaine étape, c'est le formulaire ou l'étape de débriefing. Alors, après avoir passé à travers de l'étude, c'est à ce point-là où on va dire, en fait, la vraie raison ou le vrai objectif de l'étude était d'évaluer les différences individuelles par rapport aux événements de surprise. Le balai qui tombait de l'armoire était voulu, le seau d'eau c'était tout voulu, tout était organisé. Alors, après l'étude, c'est là où on dévoile la Dupree pour simplement rassurer le participant et puis leur mentionner que c'était voulu et puis voir si on veut, s'ils nous permettent de continuer. Donc justement, lorsqu'on a l'utilisation de la Dupree ou lorsqu'on utilise le subterfuge, on doit absolument, dans la séance d'information ou dans le débriefing, mentionner qu'il y avait un débriefing et puis en parler. Alors, dans la séance d'information finale, en général, on rassure le participant pour leur dire merci d'avoir participé. Le but était X, Y, Z, qu'il y ait du subterfuge ou pas. On répète le but de l'étude. On mentionne s'ils ont des questions, on leur demande avez-vous des questions. Souvent, on va leur demander est-ce que vous voulez une copie des résultats ou entendre parler de qu'est-ce qui se passe. S'il y a l'utilisation de la Dupree, c'est là où on va parler de deux choses. Premièrement, on veut éliminer les malentendus ou éliminer toute confusion pour le participant. Et puis, on veut rétablir la confiance du participant. Alors, on veut s'assurer que tout ce qui s'est passé dans l'étude était voulu, était organisé, et puis que s'ils se sont, peu importe la manière qu'ils se sont sentis, c'était normal, et puis on veut répondre à leurs questions à ce point-là. L'autre composante du subterfuge, c'est qu'après avoir un peu dévoilé le subterfuge, on veut redemander un consentement de l'utilisation de leurs données. Parce que rappelez-vous qu'au début, les participants avaient donné leur consentement pour la collecte de données selon des informations limitées. On n'avait pas tout dévoilé l'étude. Donc, ils ont en principe simplement donné leur consentement pour cette composante de l'étude. Alors, lorsqu'il y a un subterfuge, là, on redévoile à la fin toute la raison d'être de l'étude. On dévoile, disons, la subterfuge. À ce point-là, on veut leur redemander, avec cette nouvelle information, est-ce que vous nous permettez d'utiliser vos données dans les analyses de données? Souvent, les participants n'ont pas de problème, mais si ils se sentent vraiment vexés ou s'ils se sentent vraiment, je sais pas, mal, ils ont totalement le droit de dire non, je veux que vous effaciez mes données, puis que c'est pas ce à quoi je me suis adonné au début. Vous m'avez menti, vous m'avez joué un tour, et puis j'aime pas ça. C'est correct. On dit, désolé, on voulait pas causer ça chez vous. Alors, tout ça pour dire qu'une fois que la Dupree, c'est important de redemander la permission d'utilisation de leurs données. Ça peut se faire soit à l'oral ou même parmi le formulaire de débriefing ou le formulaire d'information. Les responsabilités morales des chercheurs. Alors là, on parle, c'est pas les principes de base, c'est plus dans les principes éthiques. Le chercheur a des responsabilités morales par rapport à la fabrication, la falsification des résultats. Alors, on ne veut pas frauder le système, on ne veut pas mentir, on ne veut pas plagier, et puis on a une obligation de maintenir nos compétences.
C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles méthodes d'analyse ou s'il y a des nouvelles informations, je dois, comme chercheur, m'informer auprès de ces nouvelles méthodes, rester à l'affût des nouvelles informations. Il y a aussi les responsabilités envers les participants après la recherche. Après avoir mené mon étude, j'ai la responsabilité de garder les informations confidentielles, de ne pas les partager aux autres, à qui que ce soit, de garder les participants anonymes. J'ai aussi l'obligation à détecter ou à réduire les effets négatifs. Alors, si je vois qu'après mon étude, ou si quelqu'un voit qu'après l'étude de sursaut, que quelqu'un est très, très, très agité, je pense que c'est très important. Ce serait la responsabilité morale de garder la personne, de s'assurer qu'elle est correcte lorsqu'elle quitte le laboratoire, qu'elle se sente correcte, qu'elle ne va pas se blesser davantage puisqu'elle est dans un état nerveux ou un état de choc. Et puis, c'est notre responsabilité de s'assurer que, de faire ou de s'assurer que la séance de débriefing, la séance d'information est claire, qu'on donne vraiment toutes les informations nécessaires pour clarifier puis pour tout clore l'étude. Alors maintenant, on va porter notre regard sur les principes que je considère au-delà des principes de base. Principe que j'ai mentionné au début, c'était l'exploitation de la coercition, le partage égal des bénéfices, le transfert de compétences, l'accès aux données et puis la décolonisation de nos méthodes. Alors, ce sont des discussions qu'un chercheur, une chercheuse peut se poser pour approfondir ces philosophies en éthique. Alors, ces principes essentiellement posent des questions. C'est une manière de poser des questions dans différentes circonstances, dans différents contextes. C'est pas tous les contextes qui s'adaptent à ces questionnements, mais il y a certains contextes, il y a plusieurs contextes auxquels on peut poser ce genre de questions. Alors, le premier principe qui va au-delà des principes de base, c'est l'exploitation et la coercition, ou peut-être à quel point est-ce que je suis en train d'exploiter les participants ou peu importe. Alors, le principe d'exploitation, c'est qu'on tire avantage de la condition inhérente des participants. Alors, disons que je m'intéresse aux personnes avec la dépression majeure. Veut pas, mes participants vont être du monde avec qui qui ont déjà vécu une dépression majeure ou un épisode de dépression majeure ou qui en vivent une maintenant. Et donc, je m'intéresse à leurs problèmes, un gros problème. Moi, je leur souhaite, je m'intéresse pour des bonnes raisons, dans le sens que, tu sais, je veux vraiment mieux comprendre le phénomène et puis peut-être même développer des nouvelles interventions pour les aider. Mais veut pas, j'utilise une population vulnérable pour mon thème de recherche. Donc, l'exploitation est aussi le principe de prendre avantage, en autres mots, de la vulnérabilité de certains participants. Alors, on parle des personnes pauvres, les toxicomanes. Alors, souvent, les personnes qui sont vulnérables, on veut les aider. Ils deviennent les objets ou les participants ou le sujet de recherche. Et puis, on le fait pour des bonnes raisons, des bonnes raisons morales. Mais ce qu'on doit se poser comme chercheur, c'est à quel point est-ce que j'exploite leur situation inhérente? L'autre question à se poser, c'est est-ce que le participant participerait à mon étude, même s'ils n'étaient pas dans leur situation? Alors, c'est-à-dire que si j'élimine leurs conditions inhérentes, est-ce que la personne voudrait participer? Et puis souvent, la réponse est compliquée. Et puis, c'est quelque chose qui, pour moi, réduit la séparation de pouvoir entre le participant et le chercheur. Alors, nous, comme chercheurs, si on se pose la question, je veux réduire l'exploitation des participants de la situation vulnérable, et puis je veux vraiment construire une étude qui va les permettre d'être le plus libre, puis de prendre le plus de décisions possibles à l'intérieur de l'étude.
La coercition est aussi liée à l'exploitation, où ce qu'on va souvent inciter les participants à participer avec une somme d'argent assez importante ou quelque chose de vraiment intéressant. Alors, par exemple, disons que, encore là, pour revenir à la dépression majeure, disons qu'il y a un nouveau médicament qui aide beaucoup la dépression majeure. C'est clair que quelqu'un avec une dépression majeure qui se fait dire, ben regarde, tu es sur la liste d'attente. Veux-tu faire partie de cette étude où on teste un nouveau médicament qui est absolument révolutionnaire? Ben là, premièrement, on exploite leur situation inhérente ou leur vulnérabilité inhérente. Mais deuxièmement, on incite avec peut-être quelque chose qui est coercitif. Alors, soit les médications gratuites, une compensation avec une grande somme d'argent. Justement, sur le métro, quand on prenait le métro, j'avais vu cette annonce où, tu sais, l'eczéma, OK, blablabla, jusqu'à 1500 $, jusqu'à 15 minutes. Tu sais, ça saute aux yeux, le 1500 $. Tu sais, c'est pas rien. Mais c'est une des manières que les participants vont, pas les participants, mais que les chercheurs vont inciter, induire. Est-ce que c'est coercitif? Ça, c'est à vous, à nous juger, c'est relatif, mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est trop coercitif? Est-ce qu'on exploite trop la situation, la vulnérabilité de nos participants? C'est une question que je veux que vous posez. Il y a le partage égal des bénéfices. Alors ici, c'est une question qui tire profit des résultats. Souvent, c'est le chercheur, la chercheuse qui dévoue beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et puis c'est souvent la personne ou l'équipe de recherche qui tire bénéfice de l'étude. Ils deviennent auteurs de recherches scientifiques, de revues scientifiques, ce qui leur donne plus de prestige, plus de salaire, parce qu'ils ont des promotions. Ils sont reconnus comme des experts sur le domaine, blablabla. On peut écrire des livres sur le domaine, puis là, les livres, ils font fureur, et puis on fait de l'argent sur les livres, ainsi de suite. Mais qu'advient des participants, des milliers de participants qui ont participé à ces études? Souvent, on leur donne leur honoraire ou leur compensation, et puis c'est tout. Alors que, il faut revoir cette idée de qui partage les bénéfices de la recherche. Alors, tout bon projet va essayer d'établir un partage égal ou approprié des bénéfices. Alors, on veut non seulement remettre aux participants une compensation quelconque pour leur temps, mais s'il y a une manière pour eux d'en tirer un meilleur bénéfice, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, ça varie beaucoup. Ça peut vraiment beaucoup varier selon les études et le type d'études. Mais ce qu'on souhaite poser comme question, c'est si je travaille surtout avec des agentes communautaires ou des organismes communautaires, je veux m'assurer à tout prix que le temps et puis l'effort que les partenaires communautaires mettent, qu'eux en tirent autant, si pas plus, que l'équipe de recherche. Alors, c'est là où on veut vraiment réévaluer le partage des bénéfices lorsqu'on rentre avec des populations vulnérables, des organismes communautaires ou des populations vulnérables, ainsi de suite. Et puis, c'est pas vraiment une question qu'on se pose naturellement parce que moi, comme chercheur, je suis embauché pour faire de la recherche, je vais aller faire ma recherche. C'est rare que je vais me poser la question, ou comme chercheur typique, c'est rare que je vais me poser la question, qui va tirer la majorité du profit? C'est moi. Puis comment est-ce que je peux partager ce profit-là avec mes participants? On ne se pose pas vraiment cette question. Puis je pense que c'est vraiment une question qui mérite de se poser. Il y a le transfert de compétences. Encore là, je travaille, ces principes baignent plus dedans des projets de recherche qui sont plus coopératifs, des collaborations, soit interuniversitaires ou surtout avec des agences ou des organismes communautaires. Alors, encore là, l'idée, c'est d'essayer de redonner aux partenaires communautaires le plus possible. Une des autres manières de donner avec les transferts de bénéfices ou les partages de bénéfices, c'est aussi le transfert de compétences. Alors, est-ce qu'il y a une manière pour nous d'outiller, nous, les chercheurs, d'outiller les participants ou nos collaborateurs, nos collaboratrices, pour qu'eux autres puissent ensuite, à leur tour,
effectuer d'autres projets. Alors, est-ce que je peux transférer, est-ce qu'à travers du projet, je peux transférer des compétences pour que mon équipe, mes collaborateurs puissent à leur tour soit utiliser les outils que j'utilise, soit créer un nouveau devis de recherche, soit il y a de l'expertise technique que je peux donner ou transférer, soit qu'il y a de l'équipement. Physiquement, je peux donner de l'équipement pour que les autres puissent continuer une partie la manière qu'ils veulent. Alors, cette idée de transférer, j'arrive, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter ce qu'on appelle du helicopter research. Alors, on veut éviter qu'un hélicoptère arrive, atterrisse, fasse la recherche et puis quitte avec tout ce qui vient, tout ce avec quoi ils sont arrivés. Alors, on veut pas le helicopter research. On veut développer des relations de collaboration intenses avec les partenaires. On veut laisser un leg important pour la communauté, pour que les autres puissent bénéficier et apprendre ou avoir un transfert de compétences. Compétences et connaissances. Compétences et connaissances. Donc, est-ce que nos participants, est-ce que nos collaborateurs repartent avec plus de connaissances, plus de compétences qu'avant qu'on soit arrivé? Puis on souhaite que la réponse soit oui. On veut qu'on aille léguer un certain ou qu'on aille partager plusieurs connaissances, mais aussi plusieurs savoir-faire, plusieurs compétences auprès de nos partenaires ou collaborateurs. L'autre principe, c'est le principe d'accès aux données. Alors, c'est moins commun en psychologie, mais en plusieurs autres domaines et sous-domaines, c'est vraiment très important à considérer, surtout lorsqu'on arrive à des données qui sont soit délicates ou des données qui sont spéciales, disons, particulières. Donc, on veut, en fait, avant même d'entamer la recherche, établir un protocole d'entente d'accès aux données. Alors, avant même de commencer notre recherche, on veut entamer une discussion avec nos collaborateurs, nos collaboratrices pour voir qui et comment va avoir accès aux données. Alors, par exemple, si je fais la recherche en anthropologie médicale et puis je veux explorer l'utilisation des plantes médicinales traditionnelles, qui va avoir accès aux données que j'ai recueillies, qui va avoir accès aux entrevues, comment est-ce que cette information va être utilisée. Là, on pose des questions très, très, très importantes, surtout lorsque on prend des informations qui sont traditionnellement orales et puis qu'on les documente de manière écrite ou soit enregistrée ou numérique. Alors là, on rentre un peu avec des discussions puis des thèmes qui sont très importants et puis on veut à tout prix s'entendre sur comment et qui peut avoir accès aux données. L'autre affaire à se poser, c'est qui est le propriétaire des données? Alors, si je vous pose votre question si moi, je fais une entrevue avec vous et puis je vous demande de me raconter votre vie et puis je capte votre entrevue sur vidéo et sur audio, qui est le propriétaire de vos histoires? Qui pourrait transformer vos récits ou l'entrevue que vous m'avez donnée, qui pourrait la transformer en livre et puis vendre le livre? Normalement, c'est le chercheur qui dit « Oh, mais regarde, j'ai capté, c'est moi qui ai acheté la caméra, c'est moi qui ai acheté l'enregistreur, c'est moi qui ai organisé l'entrevue, c'est moi qui a donné un horaire pour le participant, et donc, mais c'est moi qui est propriétaire de l'entrevue. Donc, je vais me tourner de bord, et puis je vais écrire un livre, et puis je vais faire un court-métrage sur la vie de X, Y, Z, et puis c'est ça, je vais trouver mon succès. » C'est exactement ce qui se passe c'est beaucoup ce qui se passe avec les données puis les recherches qui se passent maintenant. C'est-à-dire qu'on extrait des informations de nos participants. Naturellement, les chercheurs se disent, bon, ben c'est mes données, c'est les données que j'ai recueillies et donc je peux faire de ces données ce que je veux. Lorsqu'on se pose la question, mais à qui les données et puis qui peut avoir accès aux données, mais là, on commence à ouvrir un peu
notre champ de vision par rapport à c'est quoi cette idée de données. Et puis justement, pour revenir à cet exemple de récit ou d'entrevue, pour moi, l'entrevue que j'aurais fait avec vous, vos histoires, c'est vos histoires. Alors, peu importe la manière que je vais utiliser ces histoires, je dois à tout prix revenir vers vous pour voir est-ce que je peux utiliser, est-ce qu'on peut utiliser cette histoire pour faire un court-métrage, pour faire d'autres choses. Parce que vos données, c'est ça, c'est un partage de données, puis c'est une relation qu'on a développée. Ce ne sont pas mes données à cause que je les ai documentées. Personnellement, moi, je préfère voir les chercheurs comme des gardiens de données. Alors, nous autres, on aide à recueillir des données, on aide à recueillir des données et on garde les données. C'est-à-dire qu'on est les gardiens de ces données pour des fins de transfert de bénéfices, de création de connaissances, ainsi de suite. Mais on n'est pas propriétaire, puis on ne peut pas faire de ces données ce qu'on veut. On ne peut pas faire de ce qu'on veut avec ces données. Et donc, souvent, il faut établir il faut avoir ce genre de discussion avec les partenaires, avec les collaborateurs. Encore là, tout dépendant du thème de recherche. Finalement, on arrive à la décolonisation de nos méthodes. Alors, je suis franco-métis de Saint-Boniface. Vous dites à travers de tous ces cours ici, pourquoi est-ce qu'il parle différemment? D'où vient son accent? Je ne suis pas du Nouveau-Brunswick, je suis originaire du Manitoba. Et puis, au Manitoba, on a à peu près 7% de la population qui parle français. Et puis, on parle avec un accent anglais quasiment, où notre intonation est anglophone. En plus d'être minoritaire francophone, je suis métis de la Rivière-Rouge. Alors, c'est un thème qui est vraiment à cœur pour moi, puisque pendant toute ma vie, en psychologie surtout, j'étais exposé à des méthodes, à des théories, à des choses qui venaient de quelque part, qui venaient d'un thème. Et puis lorsqu'on commence à se poser les questions, ben, d'où découlent ces prémices de base? D'où viennent ces prémices de base? Et puis, on va pas se le cacher, c'est des prémices qui viennent du monde développé. C'est du Western Hemisphere, c'est de la psychologie purement Europe de l'Ouest et nord-américaine. Est-ce que ça s'applique à tout et tous? Non. Est-ce que ça nous a beaucoup aidé? Oui. Est-ce qu'elle explique plusieurs phénomènes psychologiques? Tout à fait. Mais est-ce que c'est la seule réponse? Pas du tout. Alors, c'est là où je pense que c'est très important de se poser la question, est-ce qu'on utilise des théories blanches avec des participants non blancs? Là, c'est clair que c'est tout à fait grossier comme caractérisation, mais je pense que vous comprenez que il y a d'autres personnes dans ce monde, surtout en Amérique du Nord, qui ont des différences culturelles et puis qui ont des héritages culturels assez riches. Alors, il faut se poser la question, surtout en psychologie, parce que c'est une science qui est très jeune. À quel point est-ce que ça pourrait s'appliquer ou d'où viennent ces prémices de base, d'où viennent ces préconceptions? Souvent aussi, on critique la psychologie puisqu'elle émane de recherches qui ont été menées sur des étudiants blancs aux États-Unis. Alors, la grande majorité des étudiants, des participants, sont des étudiants universitaires. Alors, est-ce qu'on peut dire que les théories qu'on lit dans les textes représentent vraiment l'humanité? Pas du tout. Alors, c'est ici où on doit vraiment revoir et puis décoloniser la manière qu'on conçoit la recherche. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il faut se poser la question, vraiment, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Il faut revoir nos méthodes, il faut revoir nos philosophies personnelles, il faut revoir aussi, puis creuser dans notre héritage culturel pour voir, mais comment est-ce que ma grand-mère aurait approché ce genre de phénomène? Il ne faut pas simplement dire que, ben, parce que l'auteur X, Y, Z le dit, donc c'est la vérité. On a le droit de se questionner par rapport aux méthodes et puis aux philosophies, et ainsi de suite. C'est pas pour dire que ce qu'on a fait à date, c'est de la poubelle. C'est juste qu'il on mérite de revoir plusieurs choses. Il y a plusieurs chercheurs qui voient les cérémonies, les rituels, les collaborations comme un processus de recherche. Alors, la recherche se passe dans le rituel. La recherche se passe dans une cérémonie, dans une célébration. La recherche est
un partenariat. Alors, la recherche est nécessairement un partenariat avec plusieurs personnes. Alors, ou les apprentissages communautaires comme processus de recherche pour faire avancer les connaissances. Donc, la décolonisation des méthodes, en fait, nous fait redemander ou re-questionner l'histoire des histoires qu'on se conte, l'histoire de les théories, l'histoire et puis l'historique de nos méthodes, et puis de revoir à quel point ça reflète qui nous sommes comme société et puis comme groupe. Donc, généralement, la démarche déontologique en recherche commence avec une demande d'approbation déontologique. Après avoir passé à travers du comité d'éthique, on fait la demande, ou on administre le formulaire de consentement aux participants. Après ça, on fait l'étude, on mène l'étude. Et puis finalement, après l'étude, on a la séance d'information. Après la séance d'information, c'est là où on rentre dans les responsabilités morales, d'anonymat, de confidentialité, puis on maintient le gardiennage, ou on devient gardien des données, ainsi de suite. Donc, ça met terme à ma philosophie déontologie ou d'éthique. Pour le travail de session, je vous rappelle qu'une composante dans la section méthodologie, vous devez inclure un paragraphe ou une section considération et déontologique. Alors, vous allez voir que dans le plan de cours, il y a une description de cette composante-là. Alors, à l'intérieur de votre section de méthodologie, vous allez devoir parler de les principes de base, et puis s'il y a lieu, les principes qui vont au-delà des principes de base, pour voir comment vous avez traité ou comment votre projet adhère aux principes éthiques. Alors, sur ça, on se voit à la prochaine vidéo avec la section sur la sélection des participants.